Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le président du conseil général, monsieur le conseiller régional, messieurs les présidents d'intercommunalité, mesdames et messieurs les maires et les élus municipaux, mesdames et messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs. La commune d'Arbonne est très sensible à votre présence et vous en remercie. Dans le petit tramway qui mène de la gare au centre de la ville de Fontainebleau règne une atmosphère de deuil. Des hommes, des femmes aux yeux gonflés par les larmes tiennent dans leurs mains tremblantes des gerbes et des bouquets. Sous les halles, à proximité de l'église Saint-Louis, dans le jour tardif qui se lève, on devine déjà quelques présences. Les corps, les pauvres corps martyrisés des 36 victimes du bourreau hitlérien sont là, alignés dans des cercueils en bois blanc, recouverts d'une mince couche de peinture rougeâtre. Ainsi commençait le récit des funérailles nationales des martyrs de Chanfroid, parus dans la presse locale. Ces victimes partageaient une même exigence, celle de la résistance. Nombre d'entre eux en furent les pionniers dès 1940, alors que la France vivait les plus sombres moments de son histoire. En hommage à leur courage, à leur héroïsme, à leur détermination, 70 ans après, souvenons-nous de ces terribles mois. Dès septembre 1939, on distribuait uniformes, armes, casques à tous les hommes en âge de faire la guerre, et ceux qui avaient 20 ans en 1914 marchaient au pas aux côtés de leurs fils. Si le sentiment a longtemps prévalu que personne ne vit rien venir, il est désormais admis que la Première Guerre mondiale à peine close, les germes des conflits futurs étaient semés. À l'Est se levait le soleil de l'égalité et les partis communistes se fondaient dans tous les pays. Face à ce projet, un autre camp, celui de l'ordre et de la défense de la patrie, se raidissait. Dès 1922, Mussolini fondait le parti fasciste en Italie et à Munich en 1923, Adolf Hitler et son parti national-socialiste tentaient un putsch qui échoua. À l'intérieur, la France se divisait, oubliant le message de Clémenceau en 1918. Et maintenant, il faut gagner la paix. C'est peut-être plus difficile que de gagner la guerre. Il faut que l'alliance dans la guerre soit suivie de l'alliance dans la paix. La crise économique de 1929, avec des millions de chômeurs en Europe, aggravera les tensions internes et externes. Dès son arrivée au pouvoir le 30 janvier 1933, Hitler quittera la Société des Nations et rejettera les clauses du traité de Versailles, organisant l'armistice en 1918. La France est au bord de l'abîme, écrivait le général de Gaulle. Tout s'accélère lorsque le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne pour effacer le couloir de Danzig, attribué à ce pays par le traité de Versailles afin de lui permettre une sortie sur la mer Baltique. Le 3 septembre 1939, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne qui ne veut pas sortir de la Pologne. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes déclenchent l'offensive contre les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Le 19 mai, ils atteignent la Somme et le 9 juin, elles rejoignent la Seine. Les progrès technologiques qui souvent concourent à l'amélioration de la condition humaine ont en 1940 scellé la défaite militaire de la France. Les Allemands ont pu passer la forêt des Ardennes, réputée infranchissable, grâce à l'usage pour la première fois de chars puissants, les Panzers, protégés par leur avancée par l'aviation. Le maréchal Pétain, vice-président du Conseil, et les plus hauts dignitaires de l'armée avaient refusé de constituer des divisions blindées et minimiser l'importance de la nouvelle arme aérienne. D'autres, au contraire, comme le général de brigade Charles de Gaulle, estimaient indispensable de développer ces deux armes nouvelles. À partir du mois de juin 1940 commence la débâcle. L'armée se replie alors que des millions de réfugiés empruntent les chemins de l'exode. On se bat pour passer les premiers, on bouscule les civils, des officiers prennent la tête. Les obus sont brisés. Il faut avoir passé des heures de lassitude, de faim, de sommeil, de crasse, de peur et de froid pour comprendre cet état lamentable, écrivait un résistant Pierre Bloch. Le 23 juin 1940, la France, représentée par le maréchal Pétain, signera avec l'Allemagne l'armistice. Peu de temps après, les dirigeants français veulent en revoir les clauses trop sévères, alors que l'Allemagne veut entrer en Angleterre.
Pour cela, il lui faut la participation de la France, qui tient encore l'Afrique du Nord et dispose d'une flotte extrêmement importante. Il lui faut aussi la neutralité de l'Espagne. Hitler décide alors de rencontrer le général Franco en Espagne et sur le chemin, le maréchal Pétain. C'est la fameuse entrevue de Montoire du 24 octobre 1940, à la suite de laquelle le maréchal déclarera « C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. Les conditions en seront discutées ultérieurement. » Winston Churchill dira alors « Ils ont choisi le déshonneur pour éviter la guerre. Ils auront le déshonneur et la guerre. » Dans le même temps, le 17 juin 1940, le général de Gaulle s'envole pour Londres et lance le fameux appel du 18 juin. Alors que le plus illustre des Français, le maréchal Pétain, appelle ses concitoyens à cesser le combat, le plus jeune militaire de l'armée française lance un appel à poursuivre la guerre. À la collaboration acceptée par le maréchal, il opposera la résistance. Une autre voie est ouverte, celle du courage. La France se relèvera, non sous la botte allemande, elle se relèvera dans la liberté, elle se relèvera dans la victoire, déclarait le général de Gaulle. Rétrogradé et admis à la retraite d'office, il renouvellera son appel le 26 juin. Cependant, l'écho de ces appels ne s'amplifiera que lentement. L'écoute a été forcément modeste. Le pays ne compte pas plus de 6 millions de postes de radio. Un quart de la population est sous les drapeaux, sur les routes de l'Exode ou en captivité. Les premiers résistants jailliront de la société civile. Mais en 1940, la résistance n'est pas encore un mouvement organisé. Les résistants fusillés de sang-froid appartenaient ainsi à plus de 10 mouvements de résistants. Ils venaient d'horizons divers, étudiants, universitaires et journalistes comme Georges Papillon, Claude Chailleux, Robert Rius, Charles Simon Poli, Germinal Matta, Marco Ménégoz, militaires comme le lieutenant-colonel Yves Mazier, Jacques Desbois ou André Berger, cultivateurs, ouvriers ou artisans comme Edgar Ferrand, Marius Billard, Marc Chemin, Jean Bolastre, Jean Étienne, Henri Rivoire ou encore Laurent Poli, élève garde-chasse. Le général de Gaulle, considérant indispensable de fédérer ces mouvements et de coordonner leur action, demanda à Jean Moulin de créer le Conseil national de la résistance qui vit le jour le 27 mai 1943. Il s'agissait aussi de préparer une plateforme politique pour la France libérée. Ce programme national fut publié sous le titre évocateur « Les jours heureux ». Les résistants, souvent jeunes, rêvaient de construire ensemble une société nouvelle, de promouvoir une éthique de la vie sociale, d'affirmer la primauté de l'intérêt général, de renforcer les droits de l'homme. Notre système social d'après-guerre est né de ce texte fondateur et nous le devons, comme la victoire, aux résistants qui, avec les acteurs politiques, ont alors créé notamment la sécurité sociale et la retraite par répartition. Peu de temps après, en mai 1944, est proclamée à Philadelphie la Déclaration internationale des droits à vocation universelle, dont l'objectif est aussi de promouvoir un nouvel ordre international qui ne soit plus fondé sur la force, mais sur le droit et sur la justice. Hitler considérait que les richesses, par la vertu d'une loi immanente, appartiennent à celui qui les conquiert. Ceci est conforme aux lois de la nature. La loi de sélection justifie cette lutte incessante en vue de permettre aux meilleurs de survivre. La Convention de Philadelphie recherchait au contraire un monde dans lequel tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance, leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur cheminement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. Le programme des jours heureux était aussi fondé sur l'idée de répartition des richesses inhérentes à toute vie en société. Question d'autant plus cruciale dans notre monde contemporain, où les ressources naturelles viennent à manquer, où de vastes territoires se désertifient, où l'effondrement de la biodiversité et de multiples pollutions menacent notre planète. Le rêve de croissance infinie appartient au passé, et le mode de vie des dernières décennies ne sera pas reproduit.